Bonjour et bienvenue. Alors, est-ce que ça ne paraît pas fou qu'entre un bélier et un verra, le volume de l'éjaculat puisse passer en gros d'un dé à coudre à une canette entière? C'est juste une des énigmes incroyables de l'ingénierie de la reproduction qu'on va explorer aujourd'hui. Un monde de stratégies ultra complexes, toutes conçues pour un seul et unique but, la continuation de la vie. Allez, on plonge directement dans les chiffres parce que ça vaut le coup d'œil. On voit tout de suite des stratégies qui n'ont rien à voir. D'un côté, on a le bélier, même pas 1 cm3 de volume, mais une concentration absolument phénoménale de spermatozoïdes. Et de l'autre, le verra, qui lui mise tout sur le volume. 300 cm3, c'est énorme, c'est presque un tiers de litre. Et ça nous amène à la question centrale de cette analyse, mais pourquoi des telles différences? La nature a clairement développé des solutions radicalement opposées pour arriver au même résultat. On va essayer de comprendre ensemble comment ces plans anatomiques, ces stratégies fonctionnent. Commençons donc par l'appareil mâle. Honnêtement, on peut le voir comme une sorte d'usine de très haute précision, doublée d'un système de livraison ultra spécialisé. Chaque composant a un rôle absolument crucial à jouer. La mission numéro 1 de cette usine, c'est quoi? C'est de produire des spermatozoïdes qui soient viables. Mais il y a un défi majeur, un obstacle de taille, la température. Pour que la fabrication des spermatozoïdes, la spermatogénèse, se passe bien, il faut absolument un environnement qui soit plus frais que la température du corps. Alors comment la nature a-t-elle bien pu résoudre ce problème de surchauffe? Eh bien c'est là que ça devient vraiment fascinant. Elle a mis en place un véritable chef-d'œuvre de climatisation biologique. C'est le système de thermorégulation testiculaire et il fonctionne à plusieurs niveaux. On a d'abord le scrotum. Sa peau très fine agit un peu comme un radiateur pour évacuer la chaleur. Ensuite, il y a le muscle d'Arthos. Lui, il peut plisser la peau pour réduire la surface et donc garder la chaleur quand il fait froid. Et pour finir, le muscle crémaster, qui est une sorte d'ascenseur. Il rapproche ou il éloigne les testicules du corps pour un ajustement au degré près. C'est un thermostat dynamique super sophistiqué. Et les conséquences du bon fonctionnement de ce système, elles sont vitales. D'un côté, la situation normale qu'on appelle exorchide, les testicules sont bien à l'extérieur, au frais, et la fertilité est assurée. Mais de l'autre, si cette migration échoue, c'est la cryptorchidie. Les testicules restent à l'intérieur, ils surchauffent et ça mène directement à la stérilité. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'ils sont produits, attention, les spermatozoïdes ne sont pas encore prêts. Ils sont immatures. Ils doivent faire une sorte de voyage initiatique. Leur camp d'entraînement, si on veut, c'est l'épididyme. C'est là qu'ils vont acquérir leur mobilité, qu'ils apprennent à nager en quelque sorte avant d'être envoyés pour la mission finale. Mais le sperme, ce n'est pas juste des spermatozoïdes. Loin de là, c'est un cocktail très complexe. Si on prend l'exemple du verra, on voit bien que les spermatozoïdes ne représentent qu'une partie du tout. Ils baignent dans des fluides qui viennent de glandes annexes. Et chaque fluide a sa fonction. Les vésicules séminales donnent de l'énergie, la prostate aide à stimuler les contractions de l'utérus, et les glandes de Cooper créent un bouchon gélatineux pour éviter que tout ne ressorte. Chaque ingrédient compte. Allez, on change de décor. Passons maintenant à l'appareil femelle. Ici, la stratégie est complètement différente. On n'est plus dans la production de masse en continu, on est plutôt dans la gestion d'un potentiel cyclique et tout ça est géré avec une précision d'horloger. Regardez ce chiffre, 200 000. Ce n'est pas une production quotidienne, non, c'est le capital de départ. C'est le nombre d'ovules potentiels avec lequel une vache naît. Toute sa capacité de reproduction future repose sur ce stock initial, qui ne sera jamais renouvelé. À chaque cycle, une petite poignée de ces follicules est recrutée pour se lancer dans une course vers la maturité. C'est une progression parfaitement orchestrée, on part de l'état dormant, puis on passe à l'activation, la croissance, jusqu'à ce qu'un seul follicule, le champion, devienne le fameux follicule de De Graaf, prêt pour le grand moment, l'ovulation. Mais ce qui est peut-être encore plus fou, c'est ce qui se passe juste après. Rien ne se perd, tout se transforme. Le follicule qui vient de libérer l'ovule se métamorphose en corps jaune. C'est une sorte d'usine hormonale temporaire, mais elle est absolument capitale. Sa mission, c'est de préparer l'utérus à accueillir un éventuel embryon. S'il n'y a pas de fécondation, pas de problème, il s'autodétruit et un nouveau cycle peut commencer. Bon, maintenant qu'on a vu les deux systèmes séparément, il est temps de les rassembler. Parce que toute cette anatomie n'est pas seulement conçue pour produire des gamètes, mais surtout pour orchestrer leur rencontre et maximiser les chances de succès. Et cette rencontre, elle n'est pas laissée au hasard. Il y a un lieu de rendez-vous bien précis, une adresse GPS si l'on veut, l'ampoule de l'oviducte. C'est là et seulement là que la fécondation peut avoir lieu. C'est à la fois la ligne d'arrivée pour des millions de spermatozoïdes et la ligne de départ pour une toute nouvelle vie. Et sur le chemin, chaque organe joue un rôle stratégique. Le vagin, c'est la porte d'entrée. Le col de l'utérus, lui, agit comme un véritable garde du corps, un filtre hyper sélectif qui ne laisse passer que les meilleurs candidats. Et enfin l'utérus, le sanctuaire final, prêt à devenir le berceau de la vie pendant toute la durée de la gestation.
Au final, qu'est-ce qu'on observe? Une complexité et une efficacité qui sont juste remarquables. Chaque petit détail anatomique est en fait le résultat d'une très longue évolution qui tend vers un seul et unique objectif, assurer la pérennité de l'espèce. Il y a 7 citations de la source qui résument ça parfaitement. Si on voit l'appareil mâle comme une usine de production en série, alors l'appareil femelle, c'est plutôt un chef de projet multitâche. Il ne gère pas seulement la production d'un ovule très précieux, il gère aussi l'accueil, la gestation, le développement, bref, 2 stratégies, 2 complexités différentes qui collaborent à la perfection. Et je voudrais qu'on se quitte sur une question. En voyant toute cette ingénierie, du thermostat scrotal au cycle ovarien, on peut se demander si chaque structure est la réponse à un problème. Quel est le problème le plus complexe? La question la plus difficile que l'évolution a dû résoudre pour mettre au point ses plans de la vie?